Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de TV 78. Voici les titres de ce mercredi 10 février. Les crues de l'hiver ont fait leur retour dans les Yvelines. Plusieurs communes touchées, Port-Marly, Ardricourt, Poissy ou encore Meulan. Une situation rendue plus difficile par la neige tombée la nuit dernière. Le département reste sous vigilance jaune. Reportage auprès d'habitants de Péniche qui doivent composer avec ces épisodes météorologiques. Le maire de Port-Marly est également notre invité. Une entreprise insolite à l'honneur également ce soir. Depuis Saint-Nom-la-Bretèche, la start-up UV Boosting met au point une machine projetant de la lumière pour protéger les plantes de différentes maladies. Et puis, après l'arrêt du chantier dû à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les travaux de la collégiale de Mantes-la-Jolie ont repris. Nous ferons le point. Juste avant cela, le Premier ministre Jean Castex était en déplacement en fin d'après-midi aujourd'hui à Mantes-la-Ville. Un déplacement dans le cadre du projet de loi Climat et Résilience présenté en Conseil des ministres ce mercredi 10 février. Il était accompagné de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili ainsi que de la ministre déléguée chargée du logement Emmanuelle Vargon. Ils se sont rendus sur le site de l'ancienne friche industrielle de la Halle Sulzer. Pour le gouvernement, la reconquête des friches constitue un enjeu majeur d'aménagement durable des territoires. Également, regardez ces images. La neige était au rendez-vous dans les Yvelines. Dans la nuit de mardi à mercredi, elle est tombée. Le département était placé en vigilance orange jusqu'à midi aujourd'hui. Établissements et transports scolaires étaient d'ailleurs tous deux à l'arrêt ce mercredi. Côté circulation, seule la N118 est restée fermée de 21h hier soir jusqu'à la fin de matinée ce mercredi. Quelques perturbations également ont eu lieu dans les transports en commun, notamment des ralentissements sur la ligne C du RER, car la neige bloquait les appareils de voie. Les Yvelines restent tout de même en vigilance jaune pour neige, verglas, grand froid, ainsi que pour crues. Et justement, les crues de l'hiver, c'est le sujet dont nous allons parler maintenant. Depuis près d'une semaine, les crues ont fait leur grand retour dans les Yvelines. Comme je vous le disais, le département est d'ailleurs toujours en vigilance jaune à ce sujet. La Seine est donc particulièrement sous surveillance. Les péniches qui stationnent sur le bras de Marly doivent faire face à ce phénomène qui revient quasiment chaque année. Reportage de Bichente Mérien Santisteban et Patrick Jacques de Dixmude. La Seine sous surveillance. Les péniches se sont déjà organisées pour faire face à d'éventuels débordements. C'est le cas de Clément Chaumette, vigilant mais pas inquiet. Pour le moment, on vit une crue de moyenne ampleur, j'ai envie de dire. On a vécu bien pire en janvier 2018 où l'eau était à peu près 1,20 m au-dessus par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Il faut savoir que la Seine est un fleuve de plaine, donc ça se remplit comme une grosse baignoire. C'est pas du tout comme on peut voir actuellement dans le sud-ouest de la France. Où c'est plutôt des fleuves ou des torrents de montagne qui déversent énormément d'embâcles. Parmi les principaux enjeux en temps de crue, l'amarrage. Contrairement à la situation dans Paris, sur le bras de Marly, les péniches peuvent être maintenues à distance des quais, peu importe la crue. On a la chance d'avoir des systèmes d'amarrage qui sont assez performants, de pouvoir être montés soit sur équarre, soit sur duc d'Albe, donc qui sont des gros poteaux qui permettent de retenir le bateau et l'empêcher de dévier vers le quai. Donc ça, c'est une très bonne solution pour maintenir le bateau en place. Bien anticiper, c'est l'une des raisons d'exister de l'ABBM, Association des bateaux du bras de Port-Marly. Elle permet par exemple aux habitants du fleuve d'entretenir un lien avec la commune. L'idée, en fait, c'est de communiquer très rapidement entre la mairie et le bureau de l'ABBM des informations sur des éléments de sécurité et une vigilance et une intervention plus rapide et anticipée. Les bateliers plus aguerris peuvent aussi conseiller et aider les moins expérimentés en cas de problème. On a créé des groupes de référents qui sont des binômes qui vont surveiller et qui vont collecter l'information et descendre l'information sur 6 bateaux et qui permet une communication très rapide entre les référents et le bureau de l'ABBM. C'est une quarantaine de bateaux stationnés dans les environs qui partagent leur expérience du fleuve via cette association. Ils font face ensemble à cette situation à risque. Pour continuer à parler de ce sujet, nous accueillons Cédric Pemba Marine. Bonsoir. Vous êtes le maire de Port-Marly. Alors Port-Marly, c'est une commune où passe un fleuve, en l'occurrence la Seine. D'abord, Cédric Pemba Marine, comment avez-vous vécu ces premières crues de l'hiver en tant que maire ? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, Cédric Pemba Marine. Alors, ça y est, je
Alors la connexion est très mauvaise, nous allons essayer de vous reprendre un peu plus tard. Est-ce que vous m'entendez ? Nous allons vous reprendre un peu plus tard, Cédric Pemba-Marine, si jamais vous m'entendez. À Poissy, ce mardi, une journée d'information sur les enjeux de la citoyenneté et de la défense était organisée au collège Jean Jaurès dans une classe de 3e. Les élèves ont pu découvrir cette thématique à travers un jeu de société, un reportage de Michael Elmidoro. Apprendre en s'amusant, ce mardi 9 février, 31 élèves du collège Jean Jaurès de Poissy ont pu tester un jeu de société sur le thème de la défense. L'événement était organisé dans le cadre d'une journée d'information sur les enjeux de la citoyenneté. La partie dure en moyenne 2 heures. Il est très ludique, en fait les élèves jouent en collaboration pour contrer les menaces. C'est vraiment un jeu où ils sont tous en équipe et ils vont avoir différents rôles. Par exemple, il va avoir le rôle du président ou le rôle des interventions qui va décider où les France françaises doivent intervenir. Donc ça leur montre vraiment les moyens que la France dispose pour contrer les menaces et les menaces existantes dans le monde entier. Et à chaque début de tour... Après une heure de concentration et d'échange, première réaction de ces élèves de 3e sur ce tout nouveau jeu. Ça change des cours classiques, genre c'est interactif et ça nous change d'habitude. Je le trouve bien, stratégique, il faut réfléchir, il faut parler avec ses camarades pour choisir les choix à faire. Ce rendez-vous était une grande première pour le collège Jean Jaurès de Poissy. Ça répond à des questions et ça vient en complément de ce qu'on fait en classe, notamment en éducation morale et civique où on a un cours sur la défense nationale et sur toutes les dimensions citoyennes liées aux valeurs de la République. La journée s'est prolongée par d'autres jeux sur les métiers de la défense et de la mémoire. Chaque semaine, des interventions sur le lien armée-nation sont organisées dans les collèges yvelinois. Direction Saint-Nom-la-Bretèche maintenant, installée sur le site des fermes Théard, la start-up UV Boosting conçoit des machines qui diffusent de la lumière pour protéger les plantes des champignons, un procédé inédit, une découverte en images montée par Lucas Houdard. De la lumière pour protéger les plantes des champignons. C'est le pari de la start-up UV Boosting, créée en 2017 par 2 chercheurs d'Avignon et aujourd'hui installée à Saint-Nom-la-Bretèche. Elle a inventé une machine composée de panneaux lumineux qui se fixent sur un tracteur. Le principe est assez simple. On vient exposer les plantes, en l'occurrence par exemple des vignes, à un flash d'UVC, donc une dose lumineuse très courte mais très intense, ce qui va enclencher chez la plante un processus d'activation de ses défenses naturelles, ce qui va la rendre plus résistante à différents agresseurs, notamment dans le cas de la vigne, le mildiou et l'oïdium. En 2020, la société a commercialisé une quinzaine de machines en Champagne, en Bourgogne ou encore dans le Bordelais. Un investissement pour les clients entre 36 000 et 54 000 euros qui permettrait de réduire de moitié l'utilisation des pesticides. UV Boosting a développé cette technologie pour permettre justement aux agriculteurs, aux viticulteurs, de réduire leur dépendance aux produits fongicides conventionnels. C'est parti d'un constat relativement partagé que aujourd'hui les consommateurs et les producteurs ont pour la plupart envie d'une agriculture plus durable et plus saine pour l'environnement. Depuis sa création, la start-up a embauché une quinzaine de salariés et prévoit de recruter des commerciaux, mais aussi des ingénieurs comme Loïc, employé depuis 2017. Mon travail, c'est de faire en sorte que cette solution soit la plus efficace possible, à la fois en conditions de production, mais également pour travailler avec tous nos partenaires de recherche qui nous aideront ensuite, eux aussi, de leur côté, à optimiser et à rendre plus efficace, plus efficiente, moins coûteuse, enfin, juste améliorer la solution. Après une première vente en Afrique du Sud, UV Boosting souhaiterait à l'avenir se développer à l'international, tout en continuant bien sûr à commercialiser ses machines en France pour protéger les futurs millésimes. Alors, nous avons réussi à retrouver Cédric Pemba-Marine, maire de Port-Marly. On va donc parler avec vous des crues de l'hiver, comme je le disais tout à l'heure. Première question, Cédric Pemba-Marine, comment avez-vous vécu ces premières crues de l'hiver en tant que maire ? Alors, ces premières crues de l'hiver, on les vit toujours avec une certaine appréhension, même si on commence à y être habitué. C'est des épisodes qui ne sont pas étrangers. Le dernier datant de 2018.
Il a fallu les aborder le plus sereinement possible avec une vigilance accrue avant que la Seine déborde de son lit. Et on s'est organisé sereinement avec les services et les habitants. Et justement, alors, quelle organisation faut-il mettre en place quand on est une municipalité? Quel est le protocole à suivre? Alors, le protocole à suivre, c'est une surveillance de très près du niveau de la Seine. Alors, on a des échelles de crues situées le long de la Seine, à proximité de la mairie. Il y a un policier municipal qui est chargé d'aller veiller la montée de la Seine. Parallèlement à ça, on a aussi les alertes diffusées par Vigicru et par la préfecture. À partir de là, quand on approche les niveaux critiques, il y a une information qui part par différents canaux aux riverains de la Seine pour qu'ils puissent s'organiser, notamment libérer des parkings en sous-sol, et pour les habitants du fleuve, se préparer en installant des bastins leur permettant de rejoindre la rive malgré la montée des eaux. Et du coup, y a-t-il eu des dégâts dans votre commune ces derniers jours avec les crues? Alors, disons que au niveau des constructions, les normes sont telles que ça limite considérablement les dégâts. Les dégâts les plus importants qu'on peut constater et qu'on constate crue après crue, c'est ceux liés à l'environnement. C'est-à-dire que toutes les matières plastiques qui naviguent dans le fleuve, qui sont accumulées au barrage, et quand les barrages sont ouverts pour réguler un peu le niveau d'eau, c'est autant de matières qu'on retrouve, nous, sur les rives après la crue. Et justement, on va écouter un habitant, alors pas de votre commune, du Port-Marly, mais bien de Poissy, et plus précisément de l'île Mignot. Lui aussi est confronté à ces problématiques de crue de la Seine. On l'écoute au micro de Célia Gatsongo. Admettons qu'ici l'eau monte encore de 40 cm, ça va mouiller ça va inonder mes deux garages, mais ils sont vidés. J'ai pris deux garçons avec des bras solides et plus jeunes que moi, et puis on a monté tout ce qu'il y avait à monter. Les autos, on les a sortis, on les a mis dans un garage, et puis voilà. Ça peut durer 10 jours, 12 jours, et puis la Seine se retire, l'eau se retire avec. Ce qu'il faut faire, c'est passer le Karcher tout de suite derrière, parce que l'eau de la Seine est incroyablement pleine de limon. Vous m'en parliez juste avant, on l'a entendu, cet habitant conseille de nettoyer très rapidement après que l'eau soit redescendue lors d'une crue, car la Seine véhicule des déchets, c'est ce que vous m'avez dit. Est-ce que c'est un problème récurrent, vraiment récurrent dans votre commune, et quelle est un petit peu la solution face à cela? Alors c'est un problème récurrent, c'est un problème qu'on redoute à chaque fois, et sur lequel pour l'instant on a avancé, mais insuffisamment. Pour mémoire, en 2018, c'était à peu près 200 tonnes de déchets qui terminaient leur course au barrage de Méricourt, un peu plus loin dans les Yvelines. Nous, ce qu'on veut parvenir à faire, et c'est pour ça qu'on a lancé tout dernièrement un appel aux différentes collectivités concernées, à l'État et aux entreprises privées qui pourraient nous apporter leur aide. On en a une sur le territoire de la commune qui possède le matériel adéquat. L'idée, ce serait qu'on puisse s'organiser pour ramasser ces déchets en amont, notamment au moment où ils arrivent sur les barrages à proximité. Alors nous avons parlé des crues, des inondations, mais la neige et le verglas se sont également invités dans la nuit de mardi à mercredi. Comment ça s'est passé au Port-Marly, dans votre commune, avec la neige? Nous, c'était la cerise sur le gâteau, si vous voulez. On était déjà assez embêtés avec la crue. Il a fallu que les services qui étaient déjà mobilisés, puisqu'ils ont aidé les habitants sur la partie crue, en procédant à quelques aménagements sur les berges de Seine. Là, il leur a fallu, dès hier soir, procéder à un pressalage préventif. Et puis, ce matin, encore à 5 heures du matin, retourner saler l'intégralité des voies municipales. Un peu plus tard aussi en matinée. Et là, on veille, ils sont en veille permanente. Et j'imagine que vous resterez en tout cas en alerte jusqu'à la fin de l'hiver. Vigilance jaune toujours dans les Yvelines, je le rappelle, pour neige, verglas, grand froid ainsi que crue. Merci Cédric Pemba Marine d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.
En France, 11 millions de personnes sont considérées comme aidants familiaux. Face à la maladie ou à la dépendance de leurs proches, elles se sentent parfois seules et dépassées sur le plan physique, émotionnel, social et financier. Pour les épauler, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines propose un programme d'accompagnement dédié avec une nouveauté. Explication de Grégory Canalé et Patrick Jacques de Dixmude. Ce matin-là, Pierre assiste à un entrée-dans café. Pas d'atelier en présentiel pour se plier au contexte sanitaire. La rencontre se déroule en visioconférence, suivie directement depuis son domicile à Montigny-le-Bretonneux. Un temps chaleureux pour échanger, s'informer et créer du lien autour d'une thématique. Exemple pour cette discussion, la préservation des relations de couple. C'est une occasion de débattre de sujets qui finalement nous concernent, puisqu'on est mal. Et bon, c'est plutôt sympathique, et on rencontre des gens qui ont les mêmes problèmes que nous et qui les ont résolus de façon parfois différente, et il y a peut-être des choses à reprendre. En 2009, les médecins diagnostiquent à son épouse une maladie génétique. Son état se dégrade rapidement et Pierre se retrouve alors désemparé. Pour s'occuper d'elle, il a besoin d'aide. Via la mutuelle de son épouse, Ligny Montin est mise en relation avec l'Institut de promotion de la santé de Saint-Quentin en Yvelines. L'accompagnement des personnes handicapées, malades, etc., ça comporte de très nombreux aspects, que ce soit financier, juridique, aide au ménage, aide à la toilette, etc. Il n'y a pas un guichet unique, quoi. C'est au hasard des rencontres. Pour prévenir l'épuisement et épauler les aidants, l'Institut de promotion de la santé propose un programme d'accompagnement dédié. En plus des entrées dans café, des groupes de parole et de soutien sont déployés, tout comme des ateliers thématiques avec pour objectif de se détendre et de mettre en pratique des conseils. Enfin, une nouveauté, le passe-temps libre, la possibilité de se faire relayer gratuitement auprès de son proche aidé pour un temps de répit. En finançant des heures d'auxiliaire de vie qui peuvent remplacer l'aidant aux côtés de la personne aidée. C'est un dispositif qui se met en route depuis très peu de temps, qui s'appuie sur les compétences des services d'aide à domicile qui interviennent sur le territoire. Au premier trimestre 2020, environ 200 aidants ont été accompagnés par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Pour refermer ce journal, le travail de restauration de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie vient de reprendre après des travaux d'urgence achevés en 2017. C'est toute une partie de l'édifice vieux de 800 ans qui va subir des transformations. Un travail minutieux réalisé par des entreprises spécialisées sous la houlette de la mairie. Un reportage de Justine Brasier et Astrid Bergère. La restauration de la collégiale de Mantes-la-Jolie a repris après une phase de travaux d'urgence achevée en 2017. Un grand plan de rénovation va avoir lieu jusqu'en 2023. Un programme de restauration qui a été établi par des spécialistes. Il se déroulera en 2 phases. La phase 1, c'est les terrasses, les tribunes et la mise hors d'eau d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire éviter que l'édifice ne se dégrade plus en faisant des travaux. Et ensuite, un travail aussi sur les coursives, sur les élévations, contre les élévations de tribunes et sur les maçonneries. L'édifice est en propriété de la mairie, c'est elle qui organise les rénovations. Difficile de trouver des spécialistes pour les travaux et encore plus après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et surtout, le coût est important. On est sur à peu près, sur les phases 1 et 2, à 3 500 000 € de travaux, toutes taxes comprises. Donc c'est quand même des montants importants. Mais heureusement, on est accompagné. On est accompagné par la région, par le département, par l'État via la Direction régionale des affaires culturelles et aussi par du mécénat privé. Mais pour la mairie comme pour le curé, ces travaux sont plus que nécessaires. Cette collégiale, qui date depuis de 800 ans, est la fierté de Mantes-la-Jolie. Un immense bâtiment comme celui-là, multiséculaire, depuis 13e, 14e siècle, il faut absolument qu'il y ait une rénovation quasi permanente. C'est une des plus grandes églises des Yvelines, surtout aussi ancienne, c'est la plus grande. Et on pourrait dire de tout l'ouest parisien, c'est la grande église gothique de l'ouest parisien. Mais pour les fidèles et les touristes, pas d'inquiétude, les travaux n'auront pas d'impact sur les célébrations et sur l'ouverture de la collégiale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à 18h en direct dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalé. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée.